La précarité tue, c'est le slogan des étudiants qui ont crié leur colère hier dans une quarantaine de villes. Ils ont rendu hommage à Anas, 22 ans, qui s'est immolé par le feu à Lyon pour dénoncer les conditions de vie des étudiants. Bonsoir Orlane François. Bonsoir. Vous êtes présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant de France. Anas est entre la vie et la mort. Ce geste d'une violence inouïe, ça a créé un électrochoc, Orlane François ? Tout d'abord, je pense que ça a surtout créé une vive émotion de la part de l'ensemble d'une communauté universitaire. Et puis, donc, la FAGE ne peut que réitérer encore une fois son soutien à ce jeune homme, à ses proches, à sa famille, parce que c'est un moment qui est très difficile. Donc, en effet, il y a eu, je pense, un sursaut peut-être d'effroi et puis en même temps de réalité qui se reflète encore une fois devant nos yeux. Ouais. Oui, sur le malaise étudiant. Alors, la colère monte depuis 2 jours, ça continue. La fac de Lyon est fermée depuis ce matin. Hier, à Lille, des centaines d'étudiants ont empêché François Hollande de tenir une conférence. Ses livres ont été déchirés. La grille du ministère de l'Enseignement supérieur a également été arrachée. Cette action, cette colère, qu'est-ce que ça dit ? Alors, déjà, du point de vue de la FAGE, on ne pense pas que des actions violentes ou pas, mais que cette façon d'agir est la bonne solution, parce que ça ne rend pas service à la cause qu'on défend, et en tout cas cette cause qui doit être toute importante. Par contre, ça ne justifie pas que depuis ce matin, les seuls mots qu'on entend de la bouche des membres du gouvernement ou de la majorité, ce soit que de parler de ces actions et d'éclipser totalement le vrai sujet, le sujet de fond sur lesquels aujourd'hui on doit se mobiliser, en tout cas nous on le saura, c'est les questions de la précarité des jeunes et de la vraie détresse des étudiants aujourd'hui qu'on voit sur les campus. Oui, vous parlez de la majorité, c'est toute la classe politique qui est plutôt dans une sorte de déni. En tout cas, Xavier Bertrand affirme que la démocratie est remise en cause. Franck Riester, le ministre de la Culture, dénonce une intolérable entrave à la liberté d'expression. Pour vous, c'est un déni ? C'est des actes qui ne sont pas tolérables et ça, je ne reviendrai pas dessus. Par contre, en effet, on peut le dire une fois et après passer au vrai sujet et pas s'attarder sur ce sujet qui n'en est pas un au final. Justement, le jeune étudiant qui s'est aspergé d'essence dénonce un quotidien extrêmement dur. Il l'a écrit dans une lettre, une précarité écrasante. Il y a ce chiffre extrêmement marquant, 20% des étudiants qui vivent carrément sous le seuil de pauvreté. Concrètement, comment est-ce qu'ils font pour survivre, Orlane François ? C'est le mot que vous utilisez qui est juste, c'est de la survie pour ces jeunes. C'est quand même extraordinaire, il faut le redire. 20% sous le seuil de pauvreté en France, dans un pays qui n'est pas un pays sous-développé, qui est un pays qui est considéré comme un des pays les plus puissants du monde. Et aujourd'hui, on a encore ces jeunes qui ne sont pas capables de vivre correctement. Et puis, il n'y a pas que des jeunes. Je pense que la précarité et la pauvreté, elles touchent aussi un grand nombre de nos concitoyens. Ces jeunes, comment ils font ? Ils font soit des sacrifices, et c'est souvent des sacrifices du coup sur la nourriture, sur leur chauffage dans leur appartement, alors le loisir, ça peut paraître anodin et on se dit bon c'est pas grave, mais au final le loisir c'est ce qui permet aussi à un étudiant d'avoir une vie sociale et de pas être isolé dans son coin tout seul. Donc voilà, c'est des sacrifices au quotidien. Et puis peut-être aussi sur les résultats scolaires, puisque je disais qu'un étudiant sur 2 travaille en même temps que ses études. On imagine que ça a aussi un impact sur la réussite. En effet, c'est un étudiant sur 2 qui travaille, un tiers des étudiants qui travaillent de manière subie, donc qui n'ont pas le choix de travailler pour payer leurs études. Donc forcément, ça a un impact sur la réussite, sur le temps passé en cours, sur le temps passé à réviser, sur le temps passé à travailler vraiment en tant qu'étudiant. C'est une double peine. C'est une double peine. Et nous, on le voit, on gère ce qu'on appelle des épiceries sociales et solidaires. Donc, c'est des épiceries qui sont gérées par les étudiants et qui permettent à ces jeunes on vient remplir une mission que l'État ne remplit pas, parce qu'on permet pour acheter des aliments moins chers. C'est ça, c'est des épiceries où on a des produits à 10% du prix du marché, entre 10 et 20% du prix du marché, donc qui accueillent des publics très précaires. Et donc, c'est des milliers d'étudiants sur le territoire qu'on accompagne dans ces épiceries. Et sans ça, ils ne pourraient pas manger. Des étudiants qui s'en sortent plus. Alors, je vous propose justement qu'on écoute le témoignage de cette jeune lyonnaise au micro de France 2. J'ai 380 € pour payer un loyer à 350 sans charge, pour payer ma nourriture, des vêtements, un ordinateur, parce qu'on est obligé d'avoir des outils informatiques dans ma licence. À un moment donné, c'est plus possible. Ça, c'est le quotidien des étudiants, 380 € pour tout payer. C'est un montant de bourse, c'est un montant de bourse à peu près de milieu d'échelon, on va dire. Il y a 7 échelons dans les bourses, donc là, c'est à peu près au milieu. Et donc, en effet, il y a des bourses étudiantes.
il y a beaucoup d'étudiants, certains étudiants qui ne sont plus du tout aidés par leurs parents parce qu'il y a des coupures familiales, ça existe. Il y a aussi des parents qui ne peuvent pas aider leurs enfants parce que financièrement, ils sont déjà eux-mêmes en difficulté, donc ils n'ont pas les moyens de donner 500, 600 euros par mois à leurs enfants pour payer le loyer. Et c'est ce qui a été dit. Aujourd'hui, le loyer, c'est 50% du budget mensuel d'un étudiant. 50%. Et c'est des loyers qui ne font que augmenter parce que c'est beaucoup dans le parc privé, parce que le parc social étudiant, il est quand même très faible par rapport aux besoins. Donc c'est quoi? C'est l'art de la débrouille, on squatte ou on sous-loue illégalement? Il y a des sous-locations qui s'effectuent, il y a des fois des appartements, je pense, qui sont occupés par plus de locataires que ce qui est déclaré, ça arrive. Et puis des étudiants du coup qui s'endettent parfois, pour certains, qui souffrent. Alors c'est pas une généralité en France et heureusement, en tout cas nous on ne souhaite pas que ça le devienne, mais qui font des prêts à l'entrée de leur vie d'étudiant et qui commencent leur vie d'actifs, de jeunes actifs, comme on peut dire, en étant endettés. Donc c'est vraiment une situation qui s'accentue avec le temps parce que rien ne change au final. Oui. Vous côtoyez évidemment, dans le cadre de vos fonctions, des dizaines d'étudiants tous les jours. Est-ce qu'il y a un témoignage qui vous a particulièrement frappé? Encore une fois, dans nos agoras et donc dans nos épiceries sociales solidaires, quand on accompagne des étudiants, au début, on fait un petit entretien avec eux pour leur demander quels sont leurs problèmes, quelles ressources ils ont en leur possession. Et puis un étudiant international qui nous disait, quand on lui pose la question, est-ce que vous avez des économies, il nous dit, ah oui, j'ai beaucoup d'économies sur mon compte, j'ai 50 euros aujourd'hui. Et pour eux, ils nous disent, c'est beaucoup d'économies, 50 euros. 50 euros, c'est énorme. Et on se rend compte de la difficulté, de la vraie précarité des gens aujourd'hui. Il y a 13% des étudiants qui ont déjà renoncé à se soigner, faute de moyens dont vous parliez. Certains expliquent qu'ils ne vont plus chez le dentiste, qu'ils ne prennent plus rendez-vous chez leur gynécologue. C'est un des postes qu'ils sacrifient souvent. C'est un des postes qui augmente de plus en ce moment. Pourquoi? Alors, on a obtenu une première victoire il y a 2 ans maintenant, avec la fin de la délégation du service public de gestion de la sécurité sociale. Avant, c'était géré par des mutuelles étudiantes. Maintenant, c'est revenu au régime général. Donc, on ne paye plus les 217 euros de cotisation à la rentrée. Donc, c'était déjà une première victoire pour la FAGE. On a 217 euros en moins tous les ans, mais c'est qu'à la rentrée. Par contre, ce qui pose vraiment problème, c'est la partie complémentaire santé. Ce qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale dans son régime général. Et donc, souvent, les soins spéciaux. Comme les dentistes, comme les dentistes, comme les gynécos. Donc, en effet, on a un étudiant sur 2 qui avoue soit ne pas avoir recours aux soins parce qu'il dit je ne peux pas avancer des frais et de toute façon je ne me ferai pas rembourser sur cette partie complémentaire, soit parce qu'il a peur de ne pas se faire rembourser parce qu'il ne connaît pas assez bien le système. Donc oui, ça remet en cause la santé publique au final en France de ces jeunes-là. Oui, alors et la santé, il y a l'accompagnement psychologique aussi qui est un enjeu crucial. 8% des étudiants pensent au suicide, c'est 3 fois plus que dans le reste de la population. Est-ce que ces étudiants sont repérés? Est-ce qu'ils sont bien accompagnés? Alors, pour l'instant, on ne pense pas que ça soit assez. Et du coup, c'est l'idée de... Nous, en tout cas, on met en place un projet qui s'appelle Bouge ton blues, où on se déplace sur les campus avec une psychologue, avec plusieurs psychologues, pour parler de suicide, pour faire de la prévention suicide, pour détecter les personnes qui sont dans des situations difficiles et pour les accompagner ensuite. On s'en charge nous-mêmes. Les priorités, est-ce qu'il faut un plan d'urgence? Je crois qu'il faut aujourd'hui que des mesures qu'on demande depuis des années soient enfin appliquées et qu'on travaille enfin sur les montants des bourses, qui touchent les bourses et comment on facilite l'accès aux aides pour les étudiants parce qu'aujourd'hui, il y a des vraies difficultés. Juste une dernière question sur l'AG qui est prévue demain sur le campus de Lyon pour décider de la suite à donner au mouvement. Est-ce que c'est parti pour durer, selon vous? Notre fédération locale sera à cette assemblée générale. On verra bien ce qui en ressort, mais en tout cas, que la mobilisation autour de cette question continue. Nous, en tout cas, on est assez favorable dans un cadre pacifique et dans une mobilisation qui pourra que être bénéfique pour le mouvement. On va être reçu demain par le ministre Gabriel Attal pour pouvoir avancer sur ces questions. On en parle également avec le cabinet de la ministre Vidal. Donc, on attend des réponses, des mobilisations continuent sur le terrain en attendant, et maintenant, il faut voir comment ça va avancer. Eh bien, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Orlane François, présidente de la FAGE. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à la rencontre entre le président américain et son homologue turc Erdogan à la Maison-Blanche. Une visite qui intervient dans un climat de tension. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour. La Syrie, les prisonniers djihadistes ou encore l'OTAN. C'est dans l'air est intitulé ce soir Erdogan défie Trump et l'Europe. Bonne émission à vous et à demain.